Merci de suivre ce 13h sur la RTB, les titres de l'actualité. Nuit de récompense du député à l'enseignant, ils sont 119 à voir leur mérite reconnu par l'Assemblée nationale. Des hommes et des femmes qui ont réussi la prouesse de réaliser un taux de succès de 100% aux examens du certificat d'études primaires session 2020-2021. Images et commentaires dans cette édition. Et dans cette édition, l'hommage de la jeunesse sankariste unie à Maître Benouendé Sankara et aux insurgés. Ils sont cités parmi ceux qui ont contribué à rendre effectif le jugement du dossier Thomas Sankara. La jeunesse sankariste unie salue par ailleurs l'aboutissement du procès. Précision dans un instant. Voilà qui fait la une. Madame, monsieur, bonjour. La nuit du récompense du député à l'enseignant et ils sont 119 à voir leur mérite récompensé par l'Assemblée nationale. Des hommes et des femmes qui ont réalisé un taux de succès de 100% avec un effectif d'au moins 50 élèves aux examens du certificat d'études primaires session 2020-2021. Les temps forts avec Gérard Sommet et Sébastien Zongo. À cette grande nuit de récompense des enseignants et enseignantes burkinabés, deux super gagnants se distinguent. Simone Silga Sawadogo de la région du Centre-Est reçoit le meilleur prix féminin pour avoir réalisé 100% de taux de succès au CEP avec 105 élèves. Au masculin, le prix revient à Sompoa Bagnoli pour 100% de taux de succès avec 92 élèves. C'est par la volonté de Dieu que je suis parvenue à ces résultats. Voilà. J'ai un amour de mon travail. Et j'ai une affection particulière aux enfants. Voilà. Donc je m'attache beaucoup aux faibles pour les amener à réussir. C'est le dimanche seulement je ne parle pas. J'étais tout le temps avec les enfants. Et je pense que cela a payé parce que dans une classe d'examen, il faut d'abord l'amour des enfants. 5 enseignants reçoivent des prix spéciaux pour leur fort taux de succès en zone à fort défi sécuritaire. Et ils sont en tout 119 lauréats à recevoir 100 000 francs CFA, un ordinateur portable et d'autres gadgets honorés par la représentation nationale. Nous profitons de l'occasion en tout cas pour lancer un appel aux parents d'élèves, aux élèves, à avoir de la considération pour ce monde enseignant. Ceux qui sont là ce soir, c'est vrai, ils ont fait du 100%, mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres enseignants qui ne sont pas là ce soir, qui ont travaillé avec eux depuis le CP1 jusqu'au CM2. Et donc ce soir, ce sont les ambassadeurs de tout le monde enseignant du Burkina Faso. Cette commémoration retransmise en direct sur la chaîne nationale, qui est une chaîne donc à l'international aujourd'hui, est une façon aussi pour le Burkina Faso de montrer au monde entier la résilience de son système éducatif malgré tous les défis. Le défi sécuritaire, le défi de la maladie à coronavirus et le défi de la faune sociale, mais aussi le défi de la pauvreté. Le président de l'Assemblée nationale profite de l'occasion de cette 4e édition pour annoncer que les journées de reconnaissance du député à l'enseignant burkinabé sont institutionnalisées et que des efforts seront consentis pour améliorer les récompenses. 3 régions du Burkina sont bénéficiaires d'infrastructures éducatives. Ce sont 141 salles de classe pour le primaire et le post-primaire. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base, un projet financé à environ 3 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Le lycée Bangrain dans la commune de Kaya a abrité la cérémonie de remise officielle. Les précisions avec Nong Bakouda et Sanoua Christine Koulibaly. Ces 6 salles de classe et 135 autres disséminées dans les régions du centre-nord, du centre-est et du centre sont le fruit d'un partenariat multipartite et réalisé dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base, PAPDCEB. Pour s'assurer de la qualité des ouvrages, un nouveau mode de suivi des travaux a été implémenté à travers les comités locaux de projet. Des comités constitués d'acteurs à la base et formés au BABA du génie civil pour assurer un suivi citoyen des travaux tout au long de la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'actualité est dominée par des infrastructures de mauvaise qualité qui tombent et qui mettent à mal les efforts du gouvernement. Mais
décrédibilisant même l'action gouvernementale. Et donc pour nous, c'est important d'aller de l'avant. Et on ne peut aller de l'avant que dans le cadre du suivi citoyen. Parce qu'il est difficile, voire impossible, que des parents qui ont des enfants dans une école se mettent à construire des infrastructures qui vont tomber sur des enfants. C'est pour cela que leur implication à travers le comité local de projet, ça a été une très bonne innovation. Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître selon le ministre Ouareau. Et le principal bailleur de fonds, l'Agence française de développement, à travers son représentant, ne dira pas le contraire. Qu'avons-nous aujourd'hui? Nous n'avons pas que de la matière, qu'un CEG devant nous. Nous avons une méthode et nous avons un ensemble d'actions bien comprises qui amènent des gens du centre, le ministère, de la périphérie, des partenaires, de la maille la plus fine que l'on puisse imaginer, des communautés qui ont été amenées par, effectivement, comme le disait Monsieur le Ministre, à pouvoir mettre le meilleur d'eux-mêmes dans le suivi des projets de manière avisée pour qu'on ait quelque chose de durable. Pour la durabilité des infrastructures scolaires, le ministre a pris l'engagement d'étendre le suivi citoyen à tous les chantiers du ministère à partir de janvier 2022. Les communes qui se sont du reste distinguées dans le suivi citoyen ont reçu non seulement des attestations, mais aussi des ressources pour d'autres chantiers de développement. Et ils sont 176 jeunes filles comme garçons à avoir bouclé leur formation dans divers métiers comme la coiffure, la couture et la musique. Ils sont issus de la 4e promotion du Centre de développement des enfants pour enfants et jeunes et ils ont pris pour nom de baptême Shalom. C'est le cluster Ouaga Ouest qui a organisé leur sortie de fin de formation. Le film de la cérémonie avec Daouda Ouattara est bienvenu dans ça. C'est l'aboutissement de 15 années d'initiation à la vie socio-professionnelle. Au moins 170 jeunes filles et jeunes garçons fraîchement sortis du cluster Ouaga Ouest. Ils ont appris la coiffure, la couture, la danse et la cuisine entre autres. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous disons merci également aux responsables des centres de développement pour enfants qui nous ont soutenus sur presque tous les plans, sur le plan scolaire, sanitaire, socio-émotionnel et sur le plan spirituel. Le nombre aujourd'hui qu'on a signalé de près de 175 impétrants qui sortent réjouit considérablement le ministère en charge de l'enfance. Et c'est avec plaisir en tout cas que Madame la ministre nous a désigné de venir adresser nos mots d'encouragement à tous les organisateurs pour cette belle cérémonie. Le cluster Ouaga Ouest est un regroupement de 13 centres de développement pour enfants et jeunes issus des églises évangéliques. Ils sortent à un moment où notre pays est confronté, même le monde entier est confronté à cette crise sanitaire. Il y a l'insécurité qui est là, il y a les défis au niveau de l'insertion socio-professionnelle. C'est de leur dire que c'est ceux qui se battent qui pourront vraiment se tailler une place au soleil. À 22 ans, ils ont les rudiments nécessaires, n'est-ce pas, pour se prendre en charge, pour s'insérer dans la société. C'est vraiment fabuleux et nous les encourageons, n'est-ce pas, dans ce sens et à continuer aussi dans ce sens-là. En collaboration avec Compassion Internationale, le club initie des formations professionnelles au profit d'enfants issus de familles démunies. C'est demain, 11 octobre, que sera célébrée à travers le monde la Journée internationale de la jeune fille. Et cette année encore, l'ONG Plan International Burkina se mobilise afin que toutes les jeunes filles deviennent des femmes libres, que cesse toute forme de violation de leurs droits élémentaires et que leur éducation soit une priorité au Burkina. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau du 13h M. Yaouba Kaïgama, représentant résident du Plan International au Burkina. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. D'entrée de jeu, présentez-nous ces structures que vous représentez, Plan International Burkina. Alors, merci beaucoup déjà de me donner la parole, de m'adresser à vos téléspectateurs à l'occasion de cette journée, la Journée internationale des filles. Plan International, c'est une fédération d'une vingtaine d'organisations qui se sont mis ensemble et qui portent le nom de Plan International. Alors, c'est une organisation qui intervient dans plus de 75 pays dans le monde et sa mission principale est de promouvoir les droits des enfants et l'égalité pour les filles.
Donc, comme je dis, le plan international fait la promotion des droits des enfants, donc quels que soient les enfants, garçons et filles, mais nous mettons un accent particulier sur la question de la jeune fille, parce que comme nous le savons tous, les questions de jeunes filles, les jeunes filles dans nos sociétés ont des spécificités, ont des besoins spécifiques sur lesquels il est important que ce soit les gouvernements ou les communautés ou même les jeunes eux-mêmes se focalisent pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les filles et les garçons. Alors ici au Burkina, Plan Burkina, c'est une organisation qui est bien connue. Nous intervenons depuis une quarantaine d'années déjà dans le pays. Alors ici, bien sûr, nous focalisons aussi sur la question des jeunes filles dans le pays. Notre objectif dans notre plan stratégique actuel, c'est d'atteindre 2 millions de jeunes filles dans le pays. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà la jeune fille qui est célébrée demain 11 octobre. Voilà, qu'est-ce qui a motivé la consécration du 11 octobre comme journée internationale de la jeune fille? Alors la journée du 11 octobre, pour nous, Plan, c'est une consécration parce que cette journée a été finalement institutionnalisée par les Nations Unies depuis 2011. Ça fait déjà depuis 2012 que chaque année, nous célébrons cette journée et je dois dire les efforts de Plan international avec d'autres organisations qui se sont mobilisées pour obtenir que cette journée soit reconnue au même titre que la journée internationale de la femme. Donc, c'est une journée qui est instituée et qui permet, n'est-ce pas, de faire des appels à tous les acteurs, que ce soit les États, que ce soit les jeunes eux-mêmes ou toutes les communautés pour qu'il y ait une réflexion, des actions en faveur de la jeune fille. Parce que la jeune fille, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des besoins spécifiques. Vous savez, les questions d'éducation, c'est très important pour la jeune fille et dans nos sociétés, les jeunes filles sont souvent exclues. Plus exclus que les garçons. Donc ça demande beaucoup d'actions de la part de l'État, mais aussi de la part de tous les autres acteurs. Les questions spécifiques aux jeunes filles, notamment à l'école, vous savez, toutes les questions qui paraissent simples, mais qui peuvent empêcher aux enfants d'aller à l'école, les questions de menstrues, les questions tout simplement de discrimination, des violences basées sur le genre. Il y a plein de sujets autour de la jeune fille sur lesquels nous travaillons avec les autres partenaires pour essayer de faire avancer ces droits-là. Et cette année, les réflexions sont principalement axées sur l'alphabétisation digitale et la désinformation en ligne. Alors, pourquoi ce thème? Oui. Alors, ce thème, c'est le thème qu'on a retenu globalement cette année parce que vous savez, la question, nous sommes dans un monde numérique, un monde digital, et nous pensons qu'en plus de l'analphabétisme classique que nous connaissons, les enfants qui ne connaissent pas lire et écrire, nous courons les risques d'une double analphabétisation si nous ne faisons pas attention, c'est-à-dire l'exclusion des jeunes, pas seulement des filles, mais en particulier des filles de la digitalisation. Et donc, à l'occasion de cette journée, nous voulons faire un appel à l'endroit du gouvernement pour qu'il y ait un équilibre dans l'accès à Internet, l'accès aux outils digitaux, mais en même temps, comme vous le savez, la digitalisation, ça vient aussi avec des risques, en particulier pour les filles. Vous savez, les questions, nous savons tous les questions de ce qu'on appelle les fake news. Les fake news, mais aussi des violences carrément sur les violences en ligne, les violences, même des violences basées sur le genre qui sont en ligne. Donc nous avons décidé qu'à l'occasion de cette journée, nous allons faire la sensibilisation des jeunes filles, des jeunes garçons sur cette question en particulier et lancer un appel pour qu'il y ait une égalité dans l'accès à la digitalisation. Alors, des sensibilisations qui vont se dérouler dans plusieurs localités à travers le Burkina. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme programme d'activité? Alors, demain, toute la journée, nous avons prévu une série d'activités ici à Ouaga, mais aussi dans les unités de programmation que nous avons dans les autres villes. Ici à Ouaga en particulier, nous avons prévu une conférence qui va réunir plusieurs jeunes qui vont permettre à ces jeunes de débattre autour de cette question. Nous avons aussi une cérémonie officielle qui sera présidée par Madame la ministre chargée
de la digitalisation, de l'économie numérique, qui nous fait l'honneur chaque année de participer à ces activités, notamment quand il y a ces sujets sur le numérique. Et nous avons aussi prévu une activité particulière que nous appelons Girl Tech Over. C'est une activité qui met pendant toute une journée une jeune fille qui prend le rôle d'une personnalité, de préférence femme, et qui prend son rôle dans son bureau et qui joue son rôle. Et donc demain, ça sera le rôle de l'ambassadeur de la Suède au Burkina qui nous a fait l'honneur de jouer ce rôle. Donc une jeune fille va passer toute la journée dans son bureau à jouer le rôle de l'ambassadeur de Suède pendant toute la journée. Et nous le faisons pour inspirer les jeunes filles. Ce n'est pas seulement la seule fille qui est importante, mais c'est ce qui se passe autour de cette activité. Notre objectif est d'inspirer les filles et de leur permettre de les appeler à avoir confiance en elles. Merci à vous Merci pour beaucoup. toutes ces précisions. Merci. Je rappelle que vous êtes Yaouba Kraïgama, représentant résident du plan international au Burkina, et vous êtes venu nous parler de votre combat pour la jeune fille à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille qui sera célébrée demain 11 octobre. Restez avec nous pour la suite Merci du beaucoup, journal. madame. Merci. Et dans la suite de cette édition, et vie des partis politiques avec les premières journées parlementaires de 2021 du groupe parlementaire NTD, l'activité se déroule dans la commune de Sapsé et les réflexions sont axées sur la contribution du groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie face aux défis sécuritaires et à la cohésion sociale. C'est un compte-rendu de Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. Le groupe parlementaire NTD, réuni ici dans la commune de Sapsé, pour ses premières journées parlementaires de 2021. Contribution du groupe parlementaire Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, face aux défis sécuritaires et à la cohésion sociale, c'est le thème retenu pour faire l'objet de réflexion durant les travaux de ces journées. C'est un thème d'actualité. C'est un thème préoccupant. Aujourd'hui, nous pensons qu'au Burkina, la première priorité, c'est la sécurité. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut pas se développer, on ne peut pas se vivre en paix et on ne peut rien entreprendre. Pour bien mûrir la réflexion, 2 communications ont été faites à l'endroit des députés membres sur les sous-thèmes, à savoir la contribution des volontaires pour la défense de la patrie VDP à la sécurisation du pays, acquis, insuffisance et perspectives. Et le second thème, quelle stratégie pour le retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives. Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, nous puissions faire des propositions concrètes, nous puissions faire des recommandations à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de nos FDS, à l'endroit de nos VDP, et pour qu'ensemble, une issue soit trouvée. Le président du parti Nouveau Temps pour la démocratie NTD est venu soutenir ses camarades du parti à l'occasion de leur journée parlementaire. La tenue de ces journées parlementaires dans la commune de Sapsé est aussi une opportunité pour le groupe parlementaire NTD, fort de 13 membres, de toucher du doigt les réalités que vivent au quotidien les VDP et les personnes déplacées internes de la province du BAM. Et comme annoncé en titre à la veille du procès des présumés mis en cause dans l'affaire Thomas Sankara, la jeunesse sankariste unie salue l'aboutissement de ce procès et rend hommage à ceux qui ont contribué au jugement du dossier. La jeunesse sankariste unie cite par exemple Maître Benouendé Sankara et les insurgés. Le sommet Afrique-France était également au menu de la conférence de presse animée ce matin. Le point avec Amadou Ilboudo et Moumouni Soubega. À quelques heures de l'ouverture du procès des personnes mises en cause dans l'assassinat du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, la GSU, la jeunesse sankariste unie, donne de la voix. Elle salue la tenue effective de ce procès qu'elle qualifie d'historique et souhaite que toute la vérité soit dite sur cette affaire vieille de plusieurs décennies. Après 28 ans, fait de déni de justice et de projets indécents visant à effacer la mémoire du président Thomas Sankara, il a fallu les événements des 30 et 31 octobre 2014 pour que le peuple burkinabé, pour que le peuple se débarrasse de Blaise Compaoré et qu'enfin, en 2015, nous assistons à l'ouverture du dossier Thomas Sankara
devant la juridiction militaire de notre pays. La jeunesse sankariste unie rend hommage à tous ceux qui ont contribué dans l'ouverture de ce dossier, dont Maître Benewene Sankara. On disait, tu fais, on te fait, il n'y a rien. Mais un homme intègre, avocat intrépide, courageux et persévérant, depuis ce temps avait fait le serment de ne point se donner de sommeil tant que la justice ne sera pas dite pour Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Nous avons nommé Maître Benewene Stanislas Sankara. La Jésus voudrait ici rendre hommage au président Kafando et son excellence Yacouba Isaac Zida pour leur courage qui essuierait sans nul doute aujourd'hui les larmes des familles éplorées de la barbarie du 15 octobre 1987 et celles de l'ensemble de notre peuple tout entier. La jeunesse sankariste unie invite tous les sankaristes à participer massivement au procès dès demain 11 octobre. Autre question abordée, la récente tenue du sommet France-Afrique de Montpellier. Là-dessus, la jeunesse sankariste s'y oppose car loin d'être une réponse à la libération de l'Afrique selon son président. Toujours sur le procès Thomas Sankara qui s'ouvre demain 11 octobre 2021, une équipe de la RTB est allée à la rencontre de quelques acteurs de la société civile pour recueillir leurs réactions. Kwale Nebié et Mariama Tamboura pour le reportage. À quelques heures de l'ouverture de ce procès emblématique du président Thomas Sankara, les acteurs de la société civile manifestent leur forte attente. Pour eux, ce procès revêt un caractère historique en ce sens qu'il intervient à un moment où le Burkina Faso s'est engagé dans la construction de la démocratie avec une justice améliorée. L'assassinat de Thomas Sankara a tellement créé un séisme dans notre pays qu'aujourd'hui, entendre les acteurs, les témoins, les commanditaires ou les éventuelles personnes impliquées dans cela peut contribuer à rasséréner, à donner confiance à notre peuple, à donner confiance à ses dirigeants pour qu'effectivement on puisse prendre un départ réel. Autre acteur de la société civile, le Balai citoyen. Pour son porte-parole Ismaël Eric Kinda, l'ouverture de ce procès est une preuve de la détermination de la justice à faire la lumière. Ce procès va apporter beaucoup de choses, un lot de révélations. Le souci des Burkinabés, des patriotes burkinabés, c'est la vérité et la justice. Pendant plus de 30 ans, il y a eu tellement de mensonges qui ont été déroulés. Il y a eu des contre-vérités qu'on a fait circuler. Et nous pensons au niveau du Balai citoyen que ce procès est une occasion pour que le peuple là puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Le fait majeur de ce procès est l'absence du principal mis en cause, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré. Mais qu'à cela ne tienne, pour ces acteurs de la société civile, le plus important reste la tenue du procès. Ça aurait pu être intéressant qu'il se présente parce que j'ai vu un communiqué où il dit qu'il n'a pas confiance à la justice du président Kaboré, mais il a confiance à la justice internationale. Mais c'est nous la justice internationale. J'ai personnellement assisté à l'écriture du statut de Rome en 1998. Il y a des magistrats de ce pays qui ont participé à rendre la justice au plan international. Comme Dildao a jugé Hissène Habré à Dakar. Il y a une juge aussi qui vient d'être nommée par les Nations Unies pour connaître de ce genre de dossier. Donc tout est quand même acceptable. Les garanties peuvent être trouvées. On peut avoir des procès équitables. L'idéal aurait voulu que tous les acteurs clés des événements dramatiques du 15 octobre 1987 soient là. Mais ils ne sont pas là de façon volontaire. De façon volontaire, au niveau du Balai citoyen, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas surpris de l'attitude de certains acteurs clés des massacres du 15 octobre. Même s'ils ne sont pas là, le plus important, c'est la tenue de ce procès-là. La tenue de ce procès. Et nous sommes convaincus que certains acteurs clés qui seront là vont aider le peuple burkinabé à savoir la vérité sur cette affaire-là. Quelle issue donc imaginer de ce procès? Tous sont convaincus, le dernier mot revient aux juges. Ils attendent donc une décision équitable rendue par des magistrats indépendants et impartiaux.
Autre point dans cette édition, les acteurs burkinabés chargés de l'intégration régionale échangent à Bobo Dioulasso. Ils entendent identifier les obstacles à l'exécution des différents projets et programmes de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre est voulue par la représentation permanente de la CEDEAO au Burkina. Nous en savons plus avec Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. C'est un atelier de concertation et d'échange entre les acteurs burkinabés de l'intégration régionale. Sur l'initiative de la représentation permanente de la CEDEAO au Burkina Faso, ces participants réfléchissent sur les difficultés d'exécution des différents projets et programmes de cette organisation sous-régionale dans le pays. Avec le temps, nos chefs d'État et de gouvernement se sont rendus compte que l'intégration économique ne peut pas être vraiment faite sauf si la CEDEAO prend en compte aussi les questions de gouvernance, d'état de droit, les questions de paix, de sécurité. Et donc, on a au fur et à mesure pris de nouveaux textes pour prendre en charge ces aspects. Donc, la retraite, c'est pour échanger sur toutes ces questions pour que notre organisation soit plus utile pour le citoyen lambda de la zone CEDEAO. Au terme de ces 3 jours d'échange, ces participants devront formuler des recommandations pour la mise en œuvre de la vision 2050 référant à la nouvelle posture de la CEDEAO. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une vision 2050 qui va intégrer les nouveaux défis. Nous avons eu les crises Ebola, les crises du coronavirus, et surtout la crise du terrorisme. Deuxième du genre, cette retraite de concertation et d'échange entre acteurs de l'intégration régionale intervient 1 an après une première édition tenue en septembre 2020 à Koudougou. Ce présent atelier vise surtout à orienter les programmes d'intégration de la CEDEAO au Burkina Faso en adéquation avec la volonté des populations. Nous sommes à J-7 du début du FESPACO. Vous êtes déjà invités dans les salles de cinéma. Ce vendredi, ceux qui ont fait le déplacement de la salle Canal Olympia Nyenega à Ouagadougou ont découvert le nouveau long-métrage du réalisateur Emmanuel Rotumba Maïbe. C'est un long-métrage d'1h40 du nom de Massoud qui sensibilise sur les maux qui minent le Burkina et la région sahélo-sahélienne. Suivez ce reportage de Amaril Boudo et Oumou Sissé. Massoud, c'est le titre du long métrage du réalisateur Emmanuel Rotumba Mbaïbe. C'est le concurrent le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Massoud, c'est aussi l'histoire d'une famille déchirée. Entre les discours pacificateurs du père de Massoud, par ailleurs imam du village, et ceux radicaux d'un groupe terroriste, Massoud se radicalise et s'en prend à son géniteur. C'est l'avant-goût du long métrage inspiré de la crise sécuritaire préoccupante au Grand Sahel. Massoud questionne sur l'apport de tout le monde au vivre ensemble. Et pour gagner le combat contre le terrorisme, le réalisateur Emmanuel Rotumba Mbaïbe a sa petite idée. C'est le message d'amour simplement. C'est le message d'amour parce que l'amour est plus fort que tout. Et quand on a vraiment l'amour, le vrai, au fond de son cœur, aucune barbarie humaine ne peut arriver à nous faire vaciller. Donc je pense que c'est le message capital. Sans amour, on ne peut rien. Quand il y a l'amour, même si le diable vient habiter dans notre esprit, l'amour transcende. L'amour est Dieu, voilà. Vous avez intérêt à retrouver vos mémoires. Même le diable que vous adorez ne vous ferait pas ce que vous avez fait. Et avec son film, Emmanuel Rotumba Mbaïbe veut conscientiser et sensibiliser la population du Sahel. Et pour un retour de la paix dans cette partie de l'Afrique, il invite à une collaboration entre forces de l'ordre et population. Le film Massoud s'inscrit dans le cadre du projet Jeune Ambassadeur, piloté par l'association SEM Film. Il est en compétition pour le Grand Prix du FESPACO 2021. Il se passe des choses inadmissibles en ce moment chez nous. En sport, Elite Sport Management s'engage à relancer la boxe au Burkina au grand bonheur des amateurs du noble art. Après donc une longue période de léthargie, un gala de boxe professionnel a eu lieu ce vendredi à la Maison du Peuple avec à l'affiche 3 matchs. Revivons les temps forts avec Kwale Nebié et Abdoulaye Kabouré. Après de longs moments de léthargie, la boxe s'annonce à la Maison du Peuple. Quelques adeptes du noble art ont tenu à venir encourager ces pugilistes
à la faveur de ce gala de boxe professionnel organisé par Elite Sport Management, un opérateur sportif. C'est un projet que je mets en place pour promouvoir le boxe au Burkina, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette occasion. Le projet que ESM Group a pour ça, c'est pour organiser un gala, premier d'abord, et après maintenant, chaque 3 mois, on va organiser une compétition. Après les bienséances, place aux 3 combats au programme. Chaque confrontation se subdivise en 5 rounds. Dans la catégorie coq de 56 kg, Suleiman Naon de Ouaga, gant rouge, short rouge, est aux prises avec Abdul Lawal Zoré de Koudougou. Finalement, Suleiman a le dernier mot au point. Le deuxième combat oppose Kazmi Sieyen de Gawa en short noir, gant rouge, à Ousmane Naba alias Anyapa chez les légers de 60 kg. Le combat est relevé. Anyapa procède par des jabs et envoie également des coups puissants. Kazmi Nien est sonné, obligeant l'arbitre à arrêter la confrontation au 3e round. Victoire logique d'Anyapa. Le niveau qu'on est en train de vouloir entamer, c'est un niveau très dur. Donc en ce moment, le travail qu'on était en train de faire en amateur, et il fallait faire un changement pour s'adapter au professionnalisme. Et donc, comme c'est le travail qui paye, j'ai fourni assez d'efforts, j'ai travaillé et c'est cela qui m'a payé. C'est mon tout premier combat néo-pro. Le 3e et le dernier combat, c'est dans la catégorie super léger de 64 kg. Mathias Napaon de Ouaga, gant bleu, short noir, est face à Abdul Sheikh Zongo de Koudougou. Mathias est plus aguerri. Il envoie au tapis Sheikh Zongo dès le 3e round. Le chaos est parlant. Tout ce qui était passé sur le ring, il n'y a rien qui était venu improviser ici. Si je pars m'asseoir, on me parle. Si je me lève, je l'applique. Et on m'a montré son erreur. Et je l'ai exécuté lorsque l'occasion s'est présentée. Son erreur, il donnait, j'étais sur moi. Il voulait coûte que coûte mais faire, mais le plan était bien déposé. Après les efforts, les récompenses. Les vainqueurs ont reçu chacun une médaille d'or et une attestation de participation. Les autres ont reçu des attestations de participation et des médailles d'argent. En sport toujours et en bref, fin de parcours pour les étalons dames U20 en éliminatoire de la Coupe du Monde féminine. Elles ont été éliminées hier à Porto-Novo au Bénin par les Scorpions U20 de la Gambie. C'était au tir au but par 4 buts à 3. Et c'est ce qui referme cette édition. Une autre équipe vous retrouve demain à 13h. Merci de votre fidélité à la RTB et bon dimanche à tous.